On vous parle d'un terrain de guerre où Kiev a surpris tout le monde. Les alliés, bien évidemment, des Ukrainiens, mais surtout son principal ennemi, c'est la mer. Depuis le début du conflit, les Ukrainiens ont en effet multiplié les opérations, le plus souvent très spectaculaires, parvenant même d'ailleurs à humilier la Russie. Pas seulement en mer Noire, à quelques kilomètres de ses côtes. Regardez ces photos publiées par les services de renseignement ukrainiens. C'était cette nuit, nous sommes en mer Caspienne, où un patrouilleur de la marine russe a été sévèrement touché par un ou plusieurs drones. Pour le moment, peu de détails sur cette opération. Et puis, quasi simultanément, dans le même secteur, ou presque, c'est une plateforme pétrolière qui, elle, a été frappée pour la 4e fois en un mois. Et puis on continue sur ces images qui nous sont parvenues, c'était hier. Alors cette fois, on part beaucoup plus loin, en mer Méditerranée, au large de la Libye, frappe contre un pétrolier, toujours à l'aide de drones navals. Autre image, je vous l'ai dit, cette guerre prend une tournure en faveur des Ukrainiens. Autre exploit également, fin novembre, on est au large de Dakar, au Sénégal. Là aussi, un pétrolier russe faisant partie de la flotte fantôme est sévèrement touché par des drones navals. Et puis plus récemment, on s'en souvient, au large des côtes turques, encore un navire fantôme de Moscou, encore un exploit, à l'aide, encore une fois, de drones navals. On écoutera le président russe parce que hier, il s'est exprimé sur ces attaques. Mais d'abord, un tour de table sur ces exploits. Et sur Gwendoline, il faut l'appeler comme ça, une véritable guerre du pétrole à travers les mers. Oui, tout à fait. Et on va arriver bientôt à 4 ans de guerre. Et il y a une vraie expérience qui s'est construite en Ukraine sur ces opérations asymétriques maritimes. Notamment le SBU et le GOUR ont une vraie expérience là-dessus. Moi, je me rappelle, j'étais partie avec une unité du GOUR à l'époque quand ils essaient de reprendre tout le cadran nord-ouest de la mer Noire pour sécuriser le corridor céréalier, leurs exportations. Ils étaient même parvenus à revenir à leur niveau d'exportation d'avant l'invasion russe. Donc, ils ont cette expertise des drones marins, ils développent plein de nouvelles technologies, des drones sous-marins également qu'on commence à voir apparaître. Il y a des drones marins lance-missiles également. Oui, il y a des drones marins lance-missiles. Alors après, en plus, ils modifient les versions. Les drones de surface, je me rappelle, ils montaient des choses dessus, que ce soit des mitrailleuses lourdes, ou alors ils s'en servaient comme plateforme pour faire voler des petits drones. Donc ils sont très forts dans ces innovations. Il y a une vraie expérience là-dessus et surtout, ils cherchent effectivement à obtenir des effets parce que le front est bloqué, c'est compliqué d'avancer sur le front. Donc l'Ukraine a décidé de cibler les actifs pétroliers russes. Donc on l'a vu, les frappes sur les raffineries en Russie, les frappes sur les plateformes pétrolières et maintenant la flotte fantôme. Ils veulent additionner le plus possible de choses en se concentrant sur ces actifs pétroliers russes pour parvenir à ce que Vladimir Poutine puisse revoir ses calculs et négocier véritablement. Pour l'instant, les Ukrainiens ne parviennent pas à le pousser, mais l'idée de toute cette campagne maritime et sur les actifs pétroliers en Russie, ça sert cet objectif-là. Les répercussions sont déjà sensibles, alors en Russie bien sûr, avec l'augmentation du prix des carburants, mais également avec bon nombre d'armateurs de cette flotte fantôme russe ou de pays qui ne veulent plus prendre le risque. Je voudrais qu'on retrouve cette carte parce qu'elle est quand même impressionnante, Richard. On est très très loin de l'Ukraine. Regardez comment c'est possible, comment on fait, et quelque part, pourquoi ? Parce que c'est quand même incroyable que de penser qu'un service de renseignement, si brillant soit-il, si formé soit-il par 4 ans de guerre, puisse organiser ce type d'opération. Bon, ce sont des opérations, je dirais, qui sont compliquées vu le matériel employé. Il faut maîtriser la technique des drones navals, mais comme ça vient d'être dit, l'Ukraine la maîtrise. Après, où sont les bateaux ? On le sait. Les bateaux qui naviguent, les cibles sont connues. Ce ne sont pas des cibles, je dirais, qui sortent de nulle part. Ces bateaux sont tracés. Ce sont souvent les bateaux de la fameuse flotte fantôme. Alors moi, je vois ça aussi comme un moyen pour l'Ukraine de signifier aux États-Unis qu'elle n'est pas encore complètement ligotée, parce qu'on a malheureusement l'impression que le gouvernement ukrainien est totalement ligoté par les Américains et utilise le soutien européen pour s'affranchir de cette tutelle américaine. Là, c'est d'un autre moyen de dire qu'ils peuvent être présents, ils peuvent être menaçants sur d'autres terrains, qu'ils existent encore. Après, est-ce que, moi j'ai toujours la même interrogation et j'ai pas la réponse, je vous rassure, est-ce que ça se fait plus ou moins avec l'assentiment des Américains qui trouvent là quand même un moyen
moyen c'est de peut-être mettre un la élément de pression sur réponse. Poutine, et ça les arrange. Je rappelle que les Américains sont en train de mener des opérations, des frappes qui ressemblent un peu à celle-là sur des navires au large du Venezuela. Ils ont intercepté un pétrolier. Alors là, ils l'ont intercepté avec des forces spéciales dans la mer des Caraïbes. Donc, j'ai de la peine à imaginer que dans ces eaux internationales, les services ukrainiens, aussi compétents soient-ils, interviennent seuls et que personne ne les a signalés, que personne ne leur a donné de feu vert. Général, quelques éléments si vous en disposez. Alors d'abord, on commence peut-être avec ou sans l'aval, l'assentiment, le soutien des Américains. Comment on peut aller à des milliers de kilomètres de ces bases, emmener des drones et pouvoir frapper des pétroliers au large du Sénégal, par exemple? C'est très surprenant parce que, bon, a priori, l'Ukraine n'a pas accès à la Méditerranée, sauf par le détroit du Bosphore. Déjà, posons-nous la question, comment ils sont passés? Est-ce qu'il y a des navires supports finalement pour porter ces drones navals, car je vois mal ces drones navals faire autant de kilomètres en mer pour les frapper. C'est-à-dire on mettrait ça dans des cargos et puis... On a évoqué ça pour les Russes pour d'autres sujets, donc il n'y a pas de raison que les Ukrainiens soient dispensés du même système. Ensuite, moi je poserais plutôt une question de droit international. Ce sont quand même, à part le navire militaire qui a été frappé, ce sont des navires civils qui ne sont pas russes. Et je crois qu'en termes international, en droit international, ça s'appelait bien une agression sur un navire civil. Je n'entends pas beaucoup de dénonciations alors qu'on fait volontiers de l'autre côté. Donc je crois qu'il y a un droit international qui va être interprété comme, en fait, on l'interprète comme on veut, et que tout le grand débat sur le droit international devient une très forte hypocrisie. Pourquoi? Moi, quand on fait la guerre, on l'a fait. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Donc, tapons ce qui permet à l'autre de se battre. Mais en l'occurrence, nous nous abritons, je ne parle pas du côté russe, qui n'a pas respecté le droit international, mais nous, du côté occidental, on n'arrête pas de dire droit occidental, enfin droit international, il faut le respecter. Là, il y a un cas concret où il n'est pas respecté, puisqu'on frappe un bateau civil qui n'est pas russe. Des bateaux. Nicole, oui, votre analyse sur cette guerre du pétrole, en tout cas... Mais c'est pas seulement la guerre du pétrole, et peut-être ceci va expliquer pourquoi on frappe, pourquoi les Ukrainiens frappent dans les eaux internationales, c'est que ces bateaux sont soupçonnés d'une part de transporter le pétrole de façon clandestine, ça c'est sûr, mais d'autre part d'abriter tout un réseau d'espions militaires du KGB. On va y revenir dans un instant parce que Sylvia nous a rejoint. Y compris des généraux impliqués dans des assassinats, notamment du patron de Wagner. Et troisièmement, ils sont soupçonnés aussi, ces bateaux, d'être des bases pour, en particulier les drones qui ont frappé l'Europe du Nord il y a quelques mois, même pas, il y a un mois ou deux, qui sont arrivés clandestinement au Danemark, aux Pays-Bas, etc. Et donc, on est plutôt dans des bateaux pirates ou des bateaux corsaires. Voilà, pour ces raisons, entre guillemets, militaires, si ce sont effectivement des bateaux lance-drones, lance-missiles, ou si ce sont des bateaux espions, on peut penser qu'on peut avoir le droit de les détruire. Je suis d'accord avec vous, tout ça est tiré par les cheveux, mais ce que je voudrais dire... Peut-être pas, on va... Finissez parce qu'on va écouter Sylvia, peut-être pas, vous avez peut-être raison. Mais moi, je pense qu'on peut plaider la frappe militaire, la réponse à une agression militaire, et en même temps, je considère que les Américains ont tout intérêt à ça, parce que c'est exactement ce qu'ils font. Et peut-être, et là où vous avez raison, et là, il n'y a pas d'agression militaire de la part du Venezuela. Là où vous avez raison, peut-être que ça nous arrange, alors on va vous dire pourquoi, nous, alliés de Kiev, mais pas seulement, d'autres pays. Sylvia, vous ressuscitez presque les morts aujourd'hui dans LCI Midi, parce qu'on va reparler de Prigojine, on va reparler de Wagner, on va parler de mercenaires, on va parler du FSB, on va parler de généraux russes à la solde du pouvoir, et on va parler de bateaux fantômes. Il y a des équipages très très bizarre sur ces bateaux. Effectivement, alors on connaît la flotte fantôme, on vient d'en parler, ces navires qui transportent du pétrole à destination des ports chinois indiens, une centaine sous sanctions internationales, mais qui permettent de rapporter des centaines de millions de dollars à Moscou. Mais ce que révèle surtout cette enquête de CNN, c'est que dans ces navires, il y a bien sûr du personnel navigant de diverses nationalités, mais aussi des non-russes, quelques non-russes, des personnes d'ailleurs qui ont une expérience dans le domaine de la sécurité, ce qui suscite évidemment des inquiétudes du côté des capitales européennes. L'enquête montre que certains de ces hommes travaillent pour une société russe secrète, c'est la Moran Security, on va voir un peu leur site internet, une société qui a des liens avec l'armée et les services de renseignement russes. Et si on remonte le fil, on trouve même que certains de ces hommes sont des mercenaires ayant auparavant travaillé pour un certain nombre d'entreprises militaires privées russes. Et si je vous dis Wagner, vous comprenez effectivement... Prigojine, l'Afrique, devenue Africa Corps, reprise par le gouvernement russe.
Alors ces hommes, des Russes, font donc partie du voyage de certains de ces navires de la flotte fantôme. Ils sont souvent les seuls Russes à bord. Leur présence elle a été remarquée depuis 6 mois par les services de renseignement ukrainiens et corroborée par certains pilotes maritimes danois qui sont montés à bord. Alors, que font ces étranges mousses sur ces bateaux? Alors c'est bien cela la question. Selon une source du renseignement occidental, ces hommes ont pris au moins une fois des photos d'installations militaires européennes depuis l'un des navires. Des hommes qui se seraient aussi livrés à des actes de sabotage. Ces Russes surveillent aussi tout simplement les capitaines de ces navires fantômes pour veiller aux intérêts du Kremlin. Alors on va prendre un exemple, celui du Borachai. On le connaît, ce navire fantôme qui a d'ailleurs changé de nom plusieurs fois. Il a pris aussi d'autres noms. Il est parti de Primorsk près de Saint-Pétersbourg le 20 septembre. Vous le voyez. Il s'est trouvé au large des côtes danoises au moment même où une série de drones ont survolé l'aéroport de Copenhague et des bases militaires danoises. Alors à bord, il y avait des citoyens chinois, birmans, bangladais, mais il y avait aussi 2 Russes présentés comme des technicien, mais selon les renseignements occidentaux, effectivement, l'un d'eux est un ancien policier ayant travaillé pour Wagner. Voilà, alors le Borachai, vous le savez, il a été arraisonné au large des côtes bretonnes début octobre. On se souvient que le capitaine chinois a même été arrêté. Il va d'ailleurs comparaître en 2026. Les 2 Russes aussi ont été interrogés. C'est même à partir de cet arraisonnement qu'on a découvert la présence de Russes sur ces bateaux de la flotte fantôme. Mais comme vous le savez, aucun lien n'a été avéré pour l'instant entre ce bateau et les incidents de drones survenus à l'époque. Merci beaucoup, Sylvia. C'est passionnant. On comprend mieux pourquoi, général, quand les Ukrainiens ont décidé de frapper ces bateaux. Et alors, avec une particularité, je ne sais pas si Kiev, vous allez pouvoir nous le dire, parce que vous connaissez bien le terrain, Gwendoline se préoccupe particulièrement de la nature, mais à chaque fois que les navires sont frappés, ils sont vides de cargaison. C'est-à-dire que, voilà, non mais ça évite quand même, parce que certains sont frappés le long de côtes, d'avoir des pollutions et des marées noires. Pour en revenir sur ces équipages, non pas fantômes, mais très particuliers, on a le sentiment, quand on lit cette enquête, très bien faite d'ailleurs, que ces bateaux sont quelque part des bases avancées de Moscou. Ah oui, il y a beaucoup d'enquêtes en source ouverte, notamment il y a une enquête qui a été faite il y a quelques semaines par un groupe spécialisé sur la source ouverte en Allemagne qui montrait, qui avait trouvé plus d'une centaine de corrélations entre des trajets de ces navires justement et des attaques de drones. On commence à comprendre que ces navires effectivement peuvent servir de plateforme. Les Russes, il faut le dire aussi, ont eux aussi une très grande expérience sur tout ce qui est drone, sur comment les transporter, sur toutes ces opérations. Donc évidemment, après, les Ukrainiens font très attention. Alors effectivement, Kiev, je pense, n'a pas du tout envie de provoquer une marée noire, pas parce qu'ils sont écolos, mais parce qu'ils savent très bien les répercussions que ça peut avoir en termes de soutien. Le soutien international, c'est quand même très important. Profiterait largement. Oui. Et je pense que sur ces navires, sur certains de ces navires, il y a des militaires, effectivement. Je pense qu'ils doivent faire attention à ce que ce qu'ils savent, en tout cas leurs renseignements, puissent, si ça leur était demandé, être exploitables juridiquement. Richard, sur ces étranges équipages. Mais de toute façon, si vous prenez... C'est du dur, Wagner, cette société, on est allé sur le site parce que cette société recrute ouvertement avec des missions. Ils ont beaucoup travaillé en Afrique, et notamment dans les mines d'or et avec des régimes dictatoriaux, on va dire ça comme ça. Si vous prenez le détail des derniers paquets de sanctions de l'Union européenne, ils sont majoritairement concentrés sur la flotte fantôme. Donc il y a un certain nombre de navires, plusieurs centaines qui ont déjà été identifiés et qui sont sanctionnés. Il y a des noms d'armateurs également. Donc la volonté européenne, mais aussi celle des États-Unis, c'est de faire comprendre à la Russie que sa flotte fantôme est ciblée, qu'elle est repérée, qu'elle est connue, qu'elle est suivie. Et je crois que tout ça participe à cet effort global qui est de faire en sorte qu'un filet se mette en place autour de cette flotte fantôme dont la destination finale, c'est notamment les raffineries en Inde, puisque c'est là que le pétrole russe est raffiné, et je crois que c'est assez intelligent. Alors après, qui est responsable des frappes? À quel moment? Là, on est dans une nébuleuse, on est dans une zone grise, mais la volonté, c'est d'envoyer le signal à Moscou. Nous savons ce que vous faites avec ces navires, nous savons qui est dessus, et si besoin, nous pouvons les détruire. Dans la guerre de l'ombre qui se joue, ça me semble être assez classique. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces bâtiments, alors cargo ou pétroliers, servent également parce que
ils laissent alors sur ordre de qui? Parce que dans l'enquête, il y a des équipages, Sylvia, qui se plaignent des mauvais traitements de ces mercenaires en armes sur les bateaux. Assez brutaux, effectivement. Assez brutaux, les forçant à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire, notamment laisser traîner des ancres pour arracher des câbles. Votre sentiment sur cette... c'est presque une marine parallèle ou une marine fantôme russe? Premièrement, je suis quand même assez étonné. La flotte fantôme, on l'évalue à peu près entre 400 et 600 navires, ce qui est énorme. Et donc, je n'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas réagi plus tôt. 600 navires, c'est presque la banque. Oui. C'est la banque militaire de Moscou, puisque ce sont ces navires qui lui permettent d'exporter le pétrole qui est sous embargo. Mais ce sont des navires qui appartiennent à d'autres pays, ce sont des qui navires battent pavillon qui sont sous étranger, pavillon de qui changent de nom complaisance, régulièrement, dont les sociétés, donc ils changent de nom, dont les, comment dire, qui sont inscrits dans des sociétés qui sont beaucoup à Dubaï et dans les pays, Panama également. Voilà, mais c'est quand même énorme. C'est pas une cinquantaine de bateaux qui exportent du pétrole clandestinement. C'est entre 400 et 600 navires. Donc je suis quand même étonné qu'on ait attendu 4 ans avant de les cibler, premièrement. Et deuxièmement, ce qui est intéressant quand même, c'est que les Ukrainiens ont appelé cette opération une opération spéciale, un peu pour mimer la guerre en Ukraine, que les Russes appellent toujours l'opération spéciale en Ukraine. Alors est-ce que ça veut dire que ça va prendre de l'ampleur, de même que la guerre en Russie a pris? Il n'y a pas de raison, Gwendoline? Mais normalement, ça devrait. Tant qu'on les laisse faire, ils vont continuer, parce que le problème Il n'y a aussi- pas de raison, ça peut peut-être nous arranger. Non, mais le problème, Je poserai la ce que vous question dites, c'est générale dans un intéressant, instant. mais En fait, le problème de la flotte fantôme, c'est qu'on a fait dans les sanctions que rajouter des bateaux mais sans quelques jamais bateaux. prendre de mesures contre les bateaux. Donc ça Exactement. sert à rien de rajouter des bateaux. Je suis disais, c'est d'accord. comme abaisser les limites de vitesse et mettre aucun radar jamais. Bon, vous pouvez mettre des bateaux et des bateaux et des bateaux. Donc les Ukrainiens choisissent de faire ça et pour l'instant, manifestement, personne ne leur demande d'arrêter. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Dites-moi, général, on se disait comment les Ukrainiens font pour, à des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres de chez eux, frapper des navires fantômes. Quand on sait, quand on voit cette enquête, et si cette enquête a été publiée, nul doute que nos services de renseignement le savent aussi, qu'il y a des navires où il pourrait y avoir des wagnériens à l'intérieur qui préparent de sales coups. Et si on autorisait, et si même on indiquait les bateaux, et comme ça, on fait faire le travail par les Ukrainiens, et même si on les aide, et pourquoi pas, puisque nous sommes en guerre. Pourquoi on n'a pas coulé le navire au large de nos côtes il y a quelques semaines quand on l'a intercepté? Après tout, c'est la même logique. Pourquoi s'en priverait-on? Le problème, c'est que je reviens à mon argument de tout à l'heure. On ne peut pas dire en permanence droit international, il faut le respecter, et dire qu'on ne va pas le respecter. Voilà. Ou alors, Mais est-ce qu'on peut indiquer à l'Ukraine, quand il y a des navires fantômes, qui plus est avec du personnel militaire russe à l'intérieur, qui lâchent des drones, qui font de la surveillance, de l'espionnage, ou qui arrachent des câbles sous-marins en disant allez-y, celui-là, vous pouvez y aller? Alors je pense que ça doit se faire naturellement. Voilà. Je pense. Je suis. J'aime bien quand vous donc, pensez. et qu'on ne le dira jamais sur la place publique. C'est une évidence. Quand on voit que ces drones navals ont été capables de frapper en Méditerranée, est-ce que l'aide américaine est la seule qui existe aujourd'hui? Il y a d'autres satellites, il y a d'autres moyens de savoir. Donc je pense quand même qu'il y a une convergence des intérêts, surtout que nous, on respecte le droit international et laissons les Ukrainiens qui revendiquent la destruction de ces navires le soin de revendiquer et d'en assumer la responsabilité future. Ça s'appelle la guerre, général. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors, Je rappelle que il le nous a Borachay, traité... il est allé, il a poursuivi sa destination, il est allé jusqu'en Inde. Il a été effectivement arraisonné, mais il a pu repartir. Jusqu'à la prochaine fois.